Et attention, sujet polémique aujourd'hui. Quand on évoque des pratiques non médicales, le ton peut vite monter. Les pros comme les antis s'enflamment vite. On parle aujourd'hui, Daniel, d'une étude qui vient de sortir qui porte sur l'ostéopathie. En mars 2021, vous avez peut-être entendu parler d'ostéopathie dans les médias, suite à la parution d'une grosse étude scientifique. Cette étude, qui est parue dans une revue prestigieuse, le JAMA, on la doit à une équipe de recherche française. Pour certains sceptiques, le traitement médiatique de cette étude n'a fait que confirmer ce qu'ils pensaient déjà, à savoir l'ostéopathie, ça a l'air de pas trop fonctionner. Pour de nombreux ostéopathes, par contre, ça a été une réelle incompréhension, parce qu'ils ont un ressenti qui est différent en cabinet. Et donc certains d'entre eux se sont empressés de critiquer l'étude, suggérant qu'elle était forcément mal foutue, parce qu'ils n'en acceptaient pas les conclusions. Et puis, il y a des gens comme moi. Moi, je suis ostéopathe et je me considère comme sceptique. Je suis intéressé par l'esprit critique et j'essaye de tenir compte des dernières données de la science pour améliorer ma pratique. Imaginez un peu l'inconfort de ma position. Et ben en fait, en tout cas pour ce qui concerne cette étude, pas tant que ça. Parce que, une fois n'est pas coutume, les médias ont peut-être eu tendance à extrapoler un petit peu en faisant dire à l'étude ce qu'elle ne dit pas. Et comme dit Étienne Klein, la nuance demande un temps que personne n'a. Alors, je vous propose de prendre ce temps. Moi, je vais aller me faire couler un bon café et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'elle dit, cette étude. On va voir que l'objectif de cette étude, ce n'était pas d'évaluer l'efficacité d'une prise en charge ostéopathique, et donc qu'elle ne permet pas d'affirmer que l'ostéopathie n'est pas meilleure qu'un placebo. Mais on va voir aussi que cet article, il est important pour les ostéopathes, et qu'il doit nous amener, à réfléchir sur notre pratique, et surtout sur les modèles théoriques qui sont utilisés. C'est-à-dire l'explication qu'on donne pour décrire ce qui se passe quand on prend en charge un patient. On va parler de science, d'efficacité et d'avenir de l'ostéopathie. Et on va même avoir l'intervention des auteurs de l'étude. Allez, c'est parti. Au cours de cette vidéo, j'ai utilisé des extraits d'un webinaire qui a été animé par les auteurs de l'étude, où ils expliquent en détail la méthodologie. Les intervenants principaux sont le docteur Christelle Nguyen. Vous avez ici la liste de l'ensemble des personnes qui ont travaillé à ce projet. Donc, ce sont des médecins, des spécialistes dans la méthodologie des essais non pharmacologiques et puis évidemment des ostéopathes. Elle est l'autrice principale de l'article, elle est médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, chercheuse à l'INSERM. Et Raphaël Zegara Parodi. Il y a un moment où les modèles qu'on utilise ne peuvent plus décrire complètement ce que l'on observe. Donc, on change de modèle. Il est ostéopathe et il a été enseignant-chercheur à temps plein à l'Andrew Taylor Still University à Kirksville. Le lien vers le webinaire complet est en description de la vidéo. Si vous êtes intéressé sur plus de détails sur la méthodologie de l'étude, je vous invite vraiment à aller regarder ce webinaire. Et je vous propose de commencer par poser le décor. L'ostéopathie et la dysfonction somatique. L'ostéopathie, c'est une approche thérapeutique qui nous vient des États-Unis et qui s'est développée vers la fin du 19e siècle. Elle se définit par le fait de prendre en charge ses patients de manière globale et en suivant certains grands principes, que je ne détaille pas ici, mais il faut savoir que ces grands principes, ils ont été définis pour la première fois en 1922 et qu'ils ont été mis à jour à plusieurs reprises depuis. On reviendra sur cette mise à jour parce qu'elle est importante. Aujourd'hui en France, l'ostéopathie c'est une profession qui est réglementée. Et dans les décrets d'application qui décrivent la profession, on retrouve ce principe d'approche globale ou d'approche systémique. Et on retrouve également une deuxième chose. L'objectif de l'ostéopathe, c'est de retrouver et de traiter par des techniques manuelles ce qu'on appelle des dysfonctions somatiques. Ces dysfonctions somatiques, ce sont des zones du corps qui ont perdu en mobilité, en élasticité et qui peuvent altérer l'état d'équilibre du corps. En gros, on cherche des zones qui bougent moins bien, qui sont moins élastiques, qui sont potentiellement douloureuses, et on va manipuler, mobiliser les zones qui nous semblent pertinentes en fonction du motif de consultation du patient et en gardant une vision globale. L'ostéopathie, c'est une approche qui s'est développée un petit peu en opposition à la médecine conventionnelle de l'époque. Et honnêtement, c'est compréhensible. Parce qu'à l'époque, la médecine, c'était un peu de la... À tes souhaits.
On est en pleine conquête de l'Ouest, le whisky est beaucoup utilisé en médecine, on connaît pas encore les liens entre le fait d'aseptiser des instruments et la réduction des risques d'infection. Bref, c'est une autre époque. Et cette opposition à la médecine conventionnelle de l'époque, qui était compréhensible à l'époque, elle pose peut-être un peu plus question en 2021. Ce qui était compréhensible il y a une centaine d'années dans le Missouri, c'est peut-être pas, le contexte est complètement différent aujourd'hui quand on propose des formations qui sont Bac+5 et surtout qui ont une première intention. Il y a une obligation de prendre en compte les données de la science pour informer la pratique des ostéopathes. Il ne s'agit pas de faire de la science pour faire de la science, c'est utiliser la science pour proposer les meilleurs soins possibles à nos patients. Et oui, parce que entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui, la médecine conventionnelle, elle a fait un bond géant en avant, en intégrant des nouvelles données issues de la science pour améliorer la prise en charge de ses patients. Et les ostéopathes ont eu tendance à rester un peu en retrait, à se méfier de la science qui n'aurait de toute façon pas les outils nécessaires pour l'évaluer. Mais il y a quand même des études qui ont été faites. Voyons un petit peu ce que disaient ces études sur l'ostéopathie ou sur les thérapies manuelles en général avant notre étude du JAMA pour savoir un petit peu d'où on partait. Par le passé, il y a des études qui ont été faites pour évaluer l'efficacité des thérapies manuelles, dont l'ostéopathie fait partie, au même titre que la chiropraxie ou que d'autres thérapies manuelles pratiquées par des médecins ou par des kinés. Petite parenthèse, des études ont montré que la thérapie manuelle, qu'elle soit appliquée par des médecins, des kinés, des chiros, des ostéopathes, les effets physiologiques des manipulations restent les mêmes. Donc, en fait, peu importe. Donc, des études ont été faites pour tester l'efficacité de ces thérapies manuelles, et ont retrouvé souvent certains biais, certaines limitations qui pouvaient faire que ces études, elles n'étaient pas forcément interprétables par rapport à la pratique quotidienne. Par exemple, certaines de ces études évaluaient les effets d'une manipulation lombaire chez des patients qui ont des douleurs lombaires. Donc en gros, on manipulait là où ça fait mal. À ce genre d'études, les ostéopathes pouvaient répliquer, à juste titre, que l'ostéopathie, ça consiste pas juste à aller manipuler la zone, mais dans une prise en charge globale de la personne, aller manipuler les différentes parties du corps qui nous semblent pertinentes. Donc ces études-là, elles nous disaient pas grand-chose sur l'efficacité de l'ostéopathie. Il y a toujours un équilibre à trouver entre quelque chose qui va être très beau d'un point de vue méthodologique mais inapplicable. Donc quelque chose de très beau d'un point de vue méthodologique, c'est le traitement standardisé, c'est-à-dire que tous les patients qui arrivent avec les mêmes symptômes vont recevoir les mêmes techniques. Donc ça, c'est super d'un point de vue méthodologique. Par contre, ces résultats sont inexploitables parce que personne ne fait comme ça. Ou il y a aussi ce qu'on appelle le traitement en black box, c'est-à-dire qu'on fait comme au cabinet, mais c'est extrêmement difficile de pouvoir reporter parce que si les patients vont mieux, on ne sait pas pourquoi ils vont aller mieux. Et si les patients ne vont pas mieux, on ne va pas savoir pourquoi également. Et d'autres aspects pouvaient être critiqués. Les études ne reflétaient pas la variété des techniques qu'on peut utiliser en ostéopathie, ou encore que ces études ne permettaient pas de prendre en charge les patients de manière globale comme on le faisait en cabinet. Bref, jusque-là, il y a des études qui ont été faites pour évaluer l'ostéopathie ou les thérapies manuelles, mais les ostéopathes ne se retrouvaient pas trop dans ces études. Et c'est là que notre étude du JAMA entre en jeu. L'article en question, publié le 15 mars 2021 dans le JAMA, Journal of American Medical Association, a étudié les effets d'un traitement manuel ostéopathique comparé à un placebo de thérapie manuelle chez des patients qui souffrent de lombalgie chronique. Ils ont recruté environ 400 personnes qui souffraient de lombalgie chronique, donc des douleurs lombaires qui durent depuis longtemps, et ils les ont répartis en deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe OMT qui correspond vraiment à ce que l'on fait en pratique au cabinet, c'est-à-dire que c'est un traitement qui est standard. Standard, ça veut dire que l'on fait en pratique courante. Et standard, ça ne veut pas dire standardisé, comme on l'a vu avant, avec tous les patients qui ont reçu exactement les mêmes techniques. Le traitement était individualisé et il reposait sur le diagnostic des dysfonctions, comme c'est décrit dans les décrets français, qui étaient retrouvés par l'ostéopathe. Dans le groupe placebo d'OMT, alors il y avait deux choses. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il y avait un placebo de manipulation ostéopathique, le light touch, et le traitement ne prenait pas compte des dysfonctions somatiques. Tous les patients recevaient ce traitement light touch sur tout le corps. L'interrogatoire était le même dans chaque groupe. L'examen clinique ostéopathique était le même dans chaque groupe, exactement le même. Ensuite, comme on l'a dit, le traitement était individualisé dans le groupe standard, c'est-à-dire comme on le fait en pratique, c'est-à-dire qu'on va élaborer la prise en charge ostéopathique par rapport aux dysfonctions qui ont été retrouvées. Et par contre, dans le traitement était
pas individualisé, il tenait pas compte en fait des résultats de l'examen clinique dans le groupe placebo. Pour plus de détails sur la méthodologie, je vous renvoie vers le webinaire dont le lien est en description. Et donc, quels sont les résultats de cette étude ? Le critère de jugement principal, c'est-à-dire ce qui était évalué principalement, c'est à quel point les douleurs lombaires limitaient les patients dans leurs activités quotidiennes. Au début de la prise en charge, après 3 mois et après 12 mois. Et la conclusion de cette étude, c'est que chez les patients ayant une lombalgie chronique, le traitement manuel ostéopathique a un effet statistiquement significatif, oui, comparé aux manipulations placebo. Mais, et c'est important, cet effet, il est faible. Et en fait, il est tellement faible qu'on se demande s'il est réellement pertinent cliniquement pour le patient. Ouais, c'est ce que je disais, l'ostéopathie, ça sert à rien. Ah, alors non, c'est pas ça que dit cette étude. Explication. L'ostéopathie, au même titre que d'autres approches thérapeutiques, c'est ce qu'on appelle une intervention complexe. Ça veut dire qu'au sein de l'intervention, il y a plusieurs modalités thérapeutiques qui sont proposées. Écoutez ce qu'en dit le Dr Nguyen, qui est spécialisé dans l'évaluation des interventions non pharmacologiques du rachis. On ne peut pas évaluer de la même manière qu'on évaluerait un médicament, une intervention qu'on dit complexe et d'autant plus une intervention non pharmacologique. Le placebo d'un médicament, c'est exactement le même médicament mais sans le principe actif. Les questions qui se posent quand il s'agit d'une intervention non pharmacologique complexe, c'est quoi le bon placebo d'une intervention complexe qui, par définition, comporte de multiples composantes, qu'elles soient physiques, éducatives, rééducatives, psychiques. On a exactement les mêmes problèmes méthodologiques lorsqu'il s'agit d'évaluer de la kinésithérapie, de la rééducation ou de l'éducation. C'est qu'il est très difficile de décrire de manière précise ce que l'on fait quand on propose une intervention complexe parce que, par définition, plein de modalités sont proposées en même temps. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer au sein de toutes les modalités qui sont proposées dans une consultation d'ostéopathie, à quel point les manipulations ont un effet. Lorsqu'elles sont appliquées, à quel point les manipulations ont un effet, lorsqu'elles sont prises isolément de tout le reste, et lorsqu'elles sont appliquées dans le but de traiter des dysfonctions somatiques, comme c'est décrit dans les décrets qui décrivent la profession. Ouais. Et c'est uniquement à cette question de recherche-là que répond LC Ostéo. C'est vrai que ça peut paraître frustrant, mais clairement, quand on choisit de faire une étude, on sait de base que l'on va pouvoir être capable de répondre, si on conçoit bien l'étude, à une seule question de manière univoque. Donc le but, c'était pas d'évaluer l'efficacité de l'ostéopathie, mais bien de savoir quelle part est attribuable aux manipulations lorsqu'il y a une amélioration chez les patients qui vont consulter un ostéopathe. Et donc, cette étude, elle montre que, au sein d'une consultation pour une douleur lombaire chronique, les manipulations, elles ont un effet qui existe, mais qui, pris isolément, est faible. Et donc, qu'il y a probablement d'autres éléments auxquels porter plus ample attention. L'ostéopathie, c'est une approche manuelle. Mais il faut comprendre que la spécificité de la thérapie manuelle en ostéopathie, c'est pas l'ingrédient principal qui va générer les effets positifs perçus par le patient. Donc, il y a besoin de toucher les patients, bien évidemment, mais il y a besoin également de prendre en compte tous ces effets contextuels pour potentialiser au maximum ces effets perçus par les patients. En réalité, ces résultats, ils étaient plutôt prévisibles. Il y a une deuxième mouche. Je suis envahi par les mouches. En réalité, ces résultats, ils étaient plutôt prévisibles. Et en fait, ils ont même été plutôt bien accueillis par une partie des ostéopathes parce qu'ils y voient l'occasion de faire évoluer leur profession. Ces résultats, ils étaient plutôt attendus parce qu'en fait, ils sont cohérents avec la littérature scientifique dont on dispose déjà. Il y a de nombreuses autres études qui ont été faites qui montrent un effet réel, mais plutôt faible, de la thérapie manuelle. Mais lorsque le soin il est pratiqué dans son contexte au sein de la consultation, avec la relation, les conseils qui vont avec, les résultats de la prise en charge sont meilleurs que les simples manipulations. Il y a une grosse étude qui était parue en 2003 sur l'ostéopathie qui suggérait déjà ces résultats. Ça fait 18 ans qu'on soupçonnait que cette prise en charge ostéopathique, elle n'était pas due exclusivement aux effets liés à la thérapeutique manuelle. Donc la thérapie manuelle, elle a un effet qui est faible. Et en réalité, c'est pas étonnant, parce que quand on essaye d'isoler l'effet spécifique d'une thérapie, on retrouve souvent des résultats similaires. Il y a de nombreux médicaments ou même des chirurgies qui ont un effet propre qui est assez faible. Ça veut pas dire que c'est inutile.
Par exemple, Par exemple, dans cette revue de littérature, on voit que les anti-inflammatoires, dans les cas des lombalgies aiguës, c'est-à-dire des lumbagos, on se rend compte que les anti-inflammatoires, ils ont un effet qui est statistiquement significatif, mais qui est cliniquement peu pertinent. C'est à peu près la même conclusion que ce qu'on a dans l'étude du JAMA pour la thérapie manuelle et les lombalgies chroniques. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de conclure les consultations chez le médecin sont inutiles en cas de lumbago. C'est pourtant ce qu'ont fait certains médias concernant l'étude du JAMA. Et souvent, la majeure partie des effets qui sont ressentis par le patient ne sont pas liés à l'effet spécifique d'un traitement, mais à ce qu'on appelle les effets contextuels. Ce qu'on appelle effet contextuel, c'est l'atmosphère qui entoure le traitement. C'est le contexte dans lequel la prise en charge a lieu. Ça va tenir compte du patient, de son psychisme, de ses émotions, de ses attentes. Ça va tenir compte du lieu de soins. Et ça va tenir compte également de la relation entre le thérapeute et le patient. La communication verbale et non verbale. Et on sait aujourd'hui que dans n'importe quel soin, que ce soit en médecine, en kinésithérapie, en ostéopathie, les effets contextuels, ils ont un effet majeur sur le résultat de la prise en charge. Par exemple, on estime que 82% de l'effet positif ressenti par un patient à qui on fait une viscosupplémentation, c'est-à-dire l'injection de lubrifiant dans le genou en gros, 82% des effets positifs ressentis par le patient ne sont pas liés au produit en lui-même, mais aux effets contextuels. On estime également que 85% des effets positifs ressentis lorsqu'on s'applique une crème anti-inflammatoire n'est pas lié à la crème anti-inflammatoire en elle-même, mais au contexte. Ces manipulations, il y a des effets spécifiques, il y a des effets contextuels. Regardez sur cette revue systématique de Menke, donc qui est chiropraticien, mais qui travaillait dans la même université que moi, c'est 80% de la variation des douleurs aiguës est due aux effets contextuels. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement 20% de l'amélioration qui est perçue par les patients qui est attribuée spécifiquement à la manipulation. Et les 2/3 de la variation positive de l'amélioration des douleurs chez les patients qui ont des lombalgies chroniques, elles sont liées également à ces effets contextuels. Cette amélioration, qui est liée aux effets contextuels et à la communication, on sait l'expliquer aujourd'hui au moins en partie. En fonction des attentes du patient, en fonction de la qualité de la relation, il peut y avoir des phénomènes neurobiologiques, c'est-à-dire qui se passent au niveau, entre autres, du système nerveux, chez le patient, qui l'aide à ressentir une amélioration de ses douleurs. Production d'endorphines, production de dopamine, par exemple. Il existe beaucoup d'autres mécanismes complexes et ils sont efficaces surtout sur certains types de symptômes comme la douleur et nettement moins dans d'autres types de pathologies. Et en fait, maximiser les effets contextuels, c'est un petit peu stimuler les capacités d'auto-guérison du patient. Et ça, ça fait partie des principes ostéopathiques en fait. Le fait que la majorité des effets bénéfiques ressentis par le patient soient liés aux effets contextuels, c'est pas grave en fait. À partir du moment où on propose une approche thérapeutique qui a un effet, c'est pas un problème d'améliorer l'efficacité de notre prise en charge en faisant attention à ce qui se passe autour. Le temps passé avec le patient, le fait de répondre à ses questions, le fait de le rassurer quand c'est nécessaire, de lui donner des conseils, ce qui est malheureusement parfois difficile pour certains kinés ou certains médecins par manque de temps. Là où ça peut poser un problème éthique, c'est quand le soin proposé ne présente aucun effet propre, comme ça semble être le cas par exemple en homéopathie. Mais quand des effets existent, même faibles, ça vaut le coup de les proposer et de savoir les potentialiser, les maximiser. La deuxième raison pour laquelle les résultats de ces études ils étaient prévisibles, c'est parce qu'on parle de douleur chronique. Et la douleur chronique, c'est par définition multifactorielle, ça veut dire qu'il y a plein de facteurs qui vont entrer en jeu, et sa prise en charge, elle est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs approches qui doivent être proposées. Dans un cadre comme ça, c'est pas étonnant qu'un traitement, seul, les manipulations, ait peu d'effets. Parce qu'actuellement, aucun traitement n'a la prétention d'avoir beaucoup d'effets dans les douleurs chroniques. Ni médicaments, ni opération, ni l'éducation aux neurosciences de la douleur dont je vous parlais dans une autre vidéo, ni même les exercices, l'activité physique, qui a des résultats vraiment intéressants, ça n'a jamais des effets extraordinaires. Par contre, prouver qu'un effet existe, même modeste, avec peu ou pas d'effets secondaires, ce que montre cette étude également, ça peut justifier l'ajout de thérapie manuelle comme celle proposée par un ostéopathe dans une prise en charge pluridisciplinaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'a suggéré une autre étude, parue en 2020. What does best practice care for musculoskeletal pain look like? Oui, je parle anglais.
Dans cette étude, il citait la thérapie manuelle comme une approche complémentaire qui peut aider, entre autres, dans la prise en charge des lombalgies. Et au passage, on remarque qu'un certain nombre de modalités thérapeutiques proposées dans cet article, elles peuvent être pratiquées par un ostéopathe. Super, alors on change rien ? Eh bien si, on change quelque chose. On change de modèle. Cette étude, elle vient s'ajouter à une somme d'articles scientifiques qui vient sérieusement remettre en question le modèle actuel utilisé en ostéopathie, celui de la dysfonction somatique. On a déjà eu des études qui montraient que les tests basés uniquement sur la palpation du praticien, ils étaient assez peu fiables et que si on faisait passer 2 ostéopathes sur le même patient, ils ne retrouvaient pas la même chose. Il y a d'autres études qui montraient que les techniques utilisées en thérapie manuelle, elles sont beaucoup moins spécifiques que ce qu'on pensait et que parfois manipuler à droite, à gauche, un peu au-dessus ou un peu en dessous, ça a parfois les mêmes effets. Bref, le modèle actuel où l'ostéopathe est un technicien qui va rechercher des dysfonctions dans le corps du patient, ce modèle-là, il suffit plus à expliquer ce qu'on fait. Donc là, on voit clairement qu'il y a des modèles qui sont utilisés en ostéopathie, qui sont contredits par la science, et d'autres qui sont beaucoup plus appropriés. Si on se place, par exemple, tout en bas des niveaux de preuves, des preuves existantes contre le modèle, vous avez, par exemple, l'ostéopathie crânienne, le modèle crânien de Magoun, les modèles hypothétiques non testés sans large consensus, vous avez les dysfonctions somatiques. Donc, toutes ces études-là, elles sont là pour montrer qu'il y a besoin de faire des choses différemment, comme c'est expliqué dans les décrets d'application, puisque les décrets expliquent spécifiquement que ces principes ostéopathiques doivent être revisités, réactualisés en fonction des données de la science. Les principes ostéopathiques doivent être réactualisés en fonction des dernières données de la science. C'est écrit dans les décrets qui encadrent la profession d'ostéopathe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils le sont réactualisés. Et dans leur dernière mise à jour, qui date de 2002, ces principes, ils nous invitent déjà à nous éloigner de cette approche qui est très centrée sur le corps, où l'ostéopathe est un technicien qui va chercher des dysfonctions pour aller vers une approche qui est plus centrée vers la personne, où l'ostéopathe se voit plus comme un accompagnant ou un éducateur et qui cherche à favoriser l'autonomie du patient. Pendant des décennies, les ostéopathes, ils ont été formés à cette approche très centrée sur le praticien, où on va chercher des dysfonctionnements et corriger des dysfonctionnements dans le corps. Et il faut dire, cette approche, elle est assez valorisante pour le praticien, parce qu'il est le seul responsable de l'amélioration des symptômes de son patient. Dans cette approche, les manipulations, elles vont avoir un effet spécifique au niveau tissulaire, le fait de détendre un muscle, de redonner du mouvement, de favoriser le drainage loco-régional, et également au niveau neurologique, pour moduler la perception de la douleur par exemple. Ce que nous apprend cette étude du JAMA, c'est que lorsqu'on reste dans cette approche centrée sur le corps, où l'on recherche des dysfonctions somatiques, les patients ne vont pas faire la différence entre ce que nous, on considère comme étant de vraies techniques et ce que nous, on considère comme étant un placebo de technique. Donc, ce modèle-là, il suffit plus à expliquer ce qu'on fait. Et la mise à jour des principes ostéopathiques de 2002, centrée sur la personne, elle nous invite à tenir compte d'autres facteurs, les facteurs psychosociaux, c'est-à-dire le retentissement des douleurs du patient sur sa vie sociale, sur son travail, sur sa famille, mais aussi déterminer des facteurs de risque de passage à la chronicité d'une douleur aiguë, notamment certaines croyances sur le fonctionnement de la douleur ou sur l'interprétation de leurs symptômes. Et tout ça, c'est assez cohérent avec les nouvelles compréhensions qu'on a de la douleur dans un modèle biopsychosocial. Du coup, ça change quoi à notre pratique ? Dans le résultat clinique final perçu par le patient, il y a un certain nombre de facteurs qui vont rentrer en compte. Et on m'a enseigné, et j'ai enseigné pendant un certain temps, que c'était simplement la partie manuelle la plus importante, et le reste, évidemment, qu'on s'en occupe, mais on n'y portait pas forcément beaucoup d'attention. Et ces études, elles nous montrent que les techniques manuelles, elles ont un effet, mais ce n'est pas l'ingrédient principal qui aboutira aux bénéfices ressentis par le patient. Et donc, se focaliser sur des dysfonctions et sur quelle technique appliquer à quel endroit, c'est peut-être délaisser d'autres facteurs qui peut-être ont plus d'importance, plus d'influence sur le résultat final de la consultation. Peut-être que prendre en charge un patient de manière globale pour un ostéopathe en 2021, ça doit plus vouloir dire manipuler la cheville pour une lombalgie, mais remettre le patient au centre de sa prise en charge, tenir compte de tous ces aspects bio, psycho, sociaux, de son contexte de vie, afin d'adapter notre discours, nos conseils, de rassurer quand c'est nécessaire et de donner des conseils adaptés. Bref, tout ce qui se passe dans une consultation autour des manipulations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, les techniques ostéopathiques
ont un effet spécifique, mais la réponse du corps, elle est non spécifique et elle est systémique. Donc, l'objectif, c'est beaucoup plus d'accompagner et de donner du sens à cette narration que les patients vont nous décrire, parce qu'ils expérimentent une douleur ou un symptôme de façon unique, et l'ostéopathe fait partie justement des professions de première intention. On a le temps pour ça, on a le temps. On passe beaucoup de temps avec nos patients, on touche nos patients, raconter quelque chose, une histoire qui fasse sens pour eux et qui va être différente des autres professionnels qu'ils ont pu voir. Donc le tout, être guidé par la science, ça veut dire s'assurer que le discours que l'on tient, et c'est pas un discours nocebo, un discours nocebo, c'est dire à ces patients, vous avez des vertèbres déplacées, vous avez du liquide céphalorachidien qui fluctue pas bien dans la tête, etc. On sait que c'est nocebo. Donc, il faut vraiment faire attention à ce discours. Donc, il y a besoin, en fait, donc simplement de dézoomer, de quitter ces modèles vraiment centrés sur le corps et se rapprocher plus, appelez ça holistique, appelez ça médecine intégrative, appelez ça systémique, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça de l'ostéopathie. Cette étude, elle a fait beaucoup parler parmi les ostéopathes. Et elle met en évidence un défi majeur que va rencontrer l'ostéopathie dans les années à venir. Choisir entre science et pseudoscience. Dans un premier temps, il y a eu beaucoup de réactions suite au traitement médiatique de cette étude, qui, je le rappelle, faisait dire à l'étude ce qu'elle ne dit pas. Et dans un deuxième temps, il y a eu beaucoup de réactions suite à la diffusion de ce webinaire. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur la méthodologie de l'étude, sur les choix méthodologiques, et bien qu'ils soient tous justifiés dans l'étude, aucun n'est parfait, et ça, ils le disent eux-mêmes, il y a forcément un compromis à trouver. Bon alors maintenant, on fait quoi ? Cette étude, elle montre qu'il y a des ostéopathes qui sont désireux d'intégrer les nouvelles connaissances scientifiques pour optimiser la prise en charge de leurs patients. Et qu'il existe des ostéopathes qui ont des compétences méthodologiques pour monter de grosses études, pour évaluer leurs pratiques, et éventuellement proposer une évolution des modèles théoriques. Alors maintenant, on a le choix, collectivement. Ou bien, on décide de n'accepter les données de la science que lorsqu'elles nous plaisent, lorsqu'elles viennent confirmer ce qu'on pensait déjà et nous permettent de perpétuer une tradition. Le risque, alors, c'est de rester en retrait et d'être qualifié de pseudoscience, une discipline qui se donne les apparences de la science, mais qui n'en est pas une. Ou alors, on décide de tenir compte des meilleures informations dont on dispose aujourd'hui, et on accepte de faire évoluer nos pratiques, en restant fidèle à certains principes de base de l'ostéopathie, comme le fait d'avoir une approche globale, ou de stimuler les capacités d'auto-guérison du patient. Ça pourrait alors nous permettre d'aller vers une meilleure reconnaissance, une meilleure intégration des milieux universitaires, comme c'est le cas dans certains pays, comme la Belgique, la Suisse ou l'Angleterre. Mais surtout, cette option d'accepter d'intégrer les dernières données de la science, elle a un avantage, qui, je pense, peut suffire à la majorité des gens qui sont dans une discipline de soins. Ça permet une meilleure prise en charge de nos patients. Personnellement, ça me suffit. Et vous en pensez quoi ?